Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Bonjour et bienvenue sur Maïcha TV, ensemble pour le rendez-vous quotidien à nous la télé. Merci chers téléspectateurs de nous rester fidèles et sachez que le bonheur est partagé. Ce matin, nous parlerons d'un sujet qui concerne beaucoup de gens puisque énormément de personnes en souffrent, aussi bien chez les adultes que chez l'enfant. Et pour cela, nous recevrons un cardiologue sur ce plateau pour nous parler de l'hypertension artérielle. Astan, quant à elle, nous parlera des facteurs d'accidents sur les routes pour coller à l'actualité de la semaine mondiale de la sécurité routière. Alors, un bon repas pour midi, bien sûr, on nous fera la cuisine sur Maïcha TV. Et chers amis téléspectateurs, la mode de l'épilation, c'est Natou qui nous en parle. Toujours pour coller à l'actualité, nous aurons un reportage pour parler de la problématique des bidonvilles. Ce sera un reportage que nous propose la RTI. Merci chers téléspectateurs de nous rester fidèles comme je viens de le dire. Astan, nous la recevons tout de suite. Allô la télé. Les facteurs d'accident de la route sont nombreux et bien sûr ce matin, Astan nous en rappelle les principaux pour vraiment parer à toutes les éventualités d'accidents que l'on peut rencontrer sur les routes. N'est-ce pas Astan? C'est exactement. Et bonjour d'abord à toi. Bonjour Marie. Merci, bonjour chers téléspectateurs. Alors, il est clair qu'un accident n'est pas sans cause et donc les accidents et la gravité de leurs conséquences sont bien souvent liés par une combinaison de facteurs liés entre autres au conducteur ou au véhicule lui-même, à la route, aux conditions de la circulation, ça peut être la densité de la circulation ou tout simplement au stationnement interdit parce qu'il y a des personnes qui le font toujours et j'en passe. Mais est-il facile de relever justement les facteurs d'accident? Ce n'est pas toujours évident. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que les facteurs humains apparaissent en particulier dans plus de 90% des accidents corporels. Donc, certains facteurs sont relevés systématiquement par les forces de l'ordre et après qu'un accident a eu lieu. Il s'agit entre autres de l'alcoolémie, qui est la concentration d'alcool dans le sang, des conditions météorologiques, la pluie, le vent, pour ne citer que ceci. Toutefois, d'autres facteurs, comme je le disais tantôt, ne sont pas systématiquement recherchés car ils sont très difficiles à déterminer avec précision, tels que la vitesse ou encore la fatigue, la somnolence au volant, le téléphone au volant qui est aussi important et le non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ces situations quand même assez tragiques? Oui, c'est tragique. Et Marie, je dirais qu'il est vraiment temps d'agir, car les accidents de la route sont la 5e cause de décès dans le monde. Et donc, il faut vite agir. On peut bien sûr éviter ces accidents. Pour les éviter, il n'y a qu'un et un seul moyen, c'est celui du respect du code de la route. Il faut le respecter lettre par lettre. Et autrement dit, il faut respecter entre autres, contrôler entre autres sa vitesse, car 1 sur 5 des accidents mortels de la route est associé justement au fait de rouler à une très grande vitesse. Voilà. Et il faut respecter les conditions de sécurité routière, notamment la ceinture de sécurité et le casque de sécurité pour ceux qui roulent sur les engins à 2 roues. Voilà, justement, regardons ensemble ce reportage qui s'est passé au Sénégal sur le contrôle de ces moyens de sécurité qui sont la ceinture de sécurité et le casque. Suivons ensemble. Dakar, les allées du Centenaire, à 9h passées de 30 minutes, la circulation devient grouillante. Le constat sur le port du casque pour les motocyclistes se passe des commentaires. Eh bien, ils deviennent nombreux à rouler sans leur casque de sécurité. J'ai oublié mon casque à la maison, mais je le mets régulièrement quand je conduis. J'ai pas pu le prendre parce que je suis pressé et quand la police va m'arrêter,
Mais je vais tout simplement négocier, après ils vont essayer de comprendre. Mais franchement, je mets souvent mon casque quand même. C'est nécessaire pour notre sécurité, pour protéger, je ne sais pas, quelqu'un que tu prends en cours de route et tout quoi. C'est le civisme comme on le dit. Négligence ou problème de commodité ou défaut de comportement, nous nous rendons en ville au boulevard de la République. Là, l'agent de régulation de la circulation routière ne se rend pas compte que derrière, il y a un motocycliste sans casque. Qu'est-ce que vous pensez du port de casque? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les motocyclistes comme vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est normal pour n'importe quoi. Ouais. C'est normal, oui. Mais vous n'avez pas de casque? Non, si, j'ai le casque. Il est où? Hein? Il est où? Là où tout près, là où je travaille. Mais là, vous circulez sans casque? Mais bien sûr, oui. Pourquoi? Hein? Parce qu'il fait chaud, quoi. Les casques sont en bombe, quoi. Mais c'est une obligation de circuler. Mais bien sûr, c'est une obligation, oui. Hein? Et là, si on vous prend, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que je risque? Ah, je sais pas ce que je devais risquer, je sais pas. Vous n'avez jamais été arrêté? Mais bien sûr. Une fois. Et pourquoi vous ne mettez pas? Merci. Retour au rond-point du Triangle Sud à 15h. Les hommes du capitaine Issangaï ont fait une belle prise. Plus d'une dizaine de motocyclistes immobilisés. La plupart ont été arrêtés pour n'avoir pas porté le casque. C'est par rapport aux dispositions de l'article M19 du Code de la route et que nous avons quelques moyens de prévention, notamment le port de casque, apprenti marchepied, téléphone portable et la ceinture de sécurité. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils risquent? Et aujourd'hui, le risque qu'ils encourent, c'est-à-dire on peut leur retirer le permis de conduire et voire même la transmission de ce permis auprès de la commission régionale de retrait et de restitution des permis de conduire. Les nouvelles infractions routières intègrent aussi la ceinture de sécurité au volant. Ici, à par ailleurs, le constat est que la plupart ont mis la ceinture. Donc lui a été interpellé et si vous voyez, donc il a mis la ceinture de sécurité. Donc il est en phase avec les normes qui sont prescrites, notamment les dispositions de l'article 19. Mais quelques instants plus tard, une voiture bleue s'arrête. Et là, c'est un ancien député avec son chauffeur sans ceinture de sécurité. C'est l'intérêt ou l'importance de la mission Koumono. Le fait de mettre la ceinture de sécurité, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'honorable député du pays du peuple? C'est ce qu'il faut faire. Et je vais la mettre tout de suite. Et quel est le message que vous lancez? Bon, il faut habituer les Sénégalais à la porter, même en ville. Là aussi, l'honorable attire notre attention sur le fait que la ceinture est aussi valable pour le conducteur que celui qui est assis à sa droite. Ah, pour lui. Voilà, pour lui-même. Okay. Donc ils sont tenus. Il n'y a pas uniquement le conducteur qui est visé. Et même derrière? Même derrière aussi, tout à fait, surtout ceux qui transportent des enfants aussi. Okay. Donc tout est aménagé et c'est indiqué. Et là, ce sont pratiquement les mêmes sanctions qui sont prévues par le nouveau code. On retire le permis de conduire et on transmet le permis à la commission régionale de retrait et de restitution des permis de conduire. Donc ça, c'est la procédure normale. Enfin, un autre détour en centre-ville nous permet d'appréhender le problème. Le comportement citoyen au volant est bien perçu par les dames. Je mets toujours ma ceinture de sécurité, vous voyez là. Okay. Donc c'est plus prudent, pas prudence en fait, pas prudence. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Qu'est-ce que vous pensez du port de ceinture? Beaucoup de sécurité. Pourquoi vous ne l'avez pas mis tout à l'heure? Ça y est, je l'ai mis. Pourquoi vous ne l'avez pas mis? Vous l'avez compris par vous-même, chers téléspectateurs, que le non-respect du code de la route entraîne bien sûr des sanctions. Alors nous allons continuer. Il faudrait également respecter l'intervalle de sécurité entre deux véhicules. Alors moi, je voudrais juste rajouter un petit truc par rapport à ce reportage. Ce qui est dommage, c'est que ces contrôles-là ne se font peut-être qu'une fois par an à l'occasion justement de la semaine mondiale de la sécurité routière. Si on le faisait régulièrement, je pense que les conducteurs finiraient par prendre l'habitude de mettre et les casques et les ceintures de sécurité. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui, ça devrait se faire normalement chaque jour. Oui. Pas une fois par mois ou bien pour habituer justement les motocyclistes, les motobilistes à porter leur ceinture ou encore leur casque. Bien sûr. Voilà, il faudrait éviter également à tout prix le téléphone au volant, chose que l'on rencontre chaque jour dans la circulation. Et le téléphone au volant multiplie, Marie, par 5 les risques d'accident. Et donc il faudrait éviter aussi de conduire, chers téléspectateurs, en état d'ébriété, c'est-à-dire sous influence d'alcool ou de drogue. Et c'est surtout pendant les week-ends que ce risque augmente. Lorsque vous constatez
constatez ou vous sentez que votre ami a trop bu, il faudrait quand même, je ne sais pas, appeler... Refuser de monter dans la voiture et même lui prendre les clés. Voilà, ou appeler tout simplement un taxi. Voilà. Auquel cas vous serez comptabilisé, bien sûr, parmi les 1,2 million victimes d'accidents de la route. Justement, nous allons suivre un deuxième reportage. La route tue, blesse. Chaque année, on déplore 1,2 million tués et 500 millions blessés. Pourtant, il suffit juste de respecter la réglementation et d'adopter les bons comportements pour éviter ces traumatismes. Cette semaine mondiale de la sécurité routière vise à sensibiliser le grand public. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité des piétons et des roues. Près de la moitié des morts sur les routes sont des piétons, des cyclistes, des motocyclistes. Les victimes sont souvent des enfants ou des soutiens de famille, tués ou blessés, et restent souvent handicapés à vie. 5000 piétons sont tués chaque semaine sur les routes. 45% des accidents au Sénégal concernent piétons et des roues. Des chiffres inquiétants, des décès qui peuvent être évités. Faire un appel à la mobilisation des autorités, à faire encore plus appliquer les lois existantes, à renforcer ce qui n'est pas existant, à mettre en application les nouvelles lois, mais également que tous les acteurs se mobilisent pour une semaine sans accident mortel sur les routes au Sénégal. L'ambassadeur du Royaume du Maroc a octroyé 1000 casques aux usagers de deux roues. Des distinctions ont été remises aux ambassadeurs de la sécurité routière. Pour boucler la manifestation, une marche symbolique pour sensibiliser sur la sécurité routière. Voilà donc, chers téléspectateurs, que de précautions prises pour vraiment éviter les accidents et protéger les piétons qui sont à peu près 5000 à mourir par an sur les routes, ce qui est vraiment énorme. Alors, de grâce, respectez d'abord le code de la route et respectez vraiment le règlement mis en place pour votre sécurité. Alors, mettez vos ceintures, mettez votre casque et surtout, respectez les panneaux de signalisation, comme nous l'a toujours appris Aston sur ce plateau, pour vraiment éviter les accidents. Et quand vous êtes avec les enfants, surtout, attrapez-les par la main et apprenez-leur à traverser les routes. C'est très très important. Merci donc, c'était la rubrique de Aston. Merci Aston. De rien. Alors nous te retrouvons une autre fois. Avec plaisir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tout de suite, nous accueillons Jeannette et son invité. Et voilà donc, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit tantôt, nous recevons sur le plateau Jeannette et notre ami docteur Wan, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, on entend souvent parler d'hypertension artérielle, mais pourtant, on ne sait pas forcément ce que c'est réellement. Alors, aujourd'hui, nous recevons justement le docteur Wan Nouhou. Alors, Wan Nouhou, il est cardiologue à la polyclinique international de Bamako. Il est également président de la Société malienne de cardiologie. Alors, le docteur Wan est là, en face de Jeannette, pour aujourd'hui nous parler de l'hypertension artérielle dans toute sa déclinaison. Bonjour Jeannette. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Ça va. Alors aujourd'hui tu viens nous parler d'un sujet vraiment très important et dont souffrent vraiment beaucoup de gens actuellement. Bien sûr. Aussi bien les adultes que les enfants. Ouais. Alors le docteur est à toi. Bonjour docteur Wan. Bonjour. Il est dit que l'hypertension est responsable de plus de 8 millions de décès par an dans le monde et près de 100 millions de jours d'invalidité. Alors, dans le monde, il serait la cause de la moitié des AVC. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'hypertension? Je vous remercie de l'invitation, c'est-à-dire de l'opportunité que vous m'offrez. Vous l'avez dit en introduction, je suis le président en exercice de la Société malienne de cardiologie et dans notre programme, nous avons un volet qui concerne l'éducation, l'information de la population pour essayer de dépister, de prendre en charge et de soigner les maladies cardiovasculaires. Vous avez donné des chiffres qui sont assez alarmants. Je dirais même que ça va au-delà de tout ça. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque qui
entraîne des mortalités importantes, de même qu'une morbidité importante. Mortalité, ça vous l'avez dit, on a évalué à 7 millions le taux de mortalité par an. Il faut dire que les projections vers l'an 2025 disent que nous allons être 1,5 milliard d'habitants à être hypertendus. De nos jours, on est environ à 972 millions. Et cette augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle est expliquée par deux phénomènes qui sont le vieillissement. Nous augmentons en âge, en espérance de vie, et l'émergence de l'obésité comme épidémie. Donc c'est pour dire qu'il faut essayer de prendre en charge cette affection. Et quelle est donc la définition de l'hypertension? C'est une définition qui, pour le public, n'est pas facile à comprendre. Il s'agit d'une élévation de la pression sanguine qui règne dans les artères. Pour comprendre cette définition, il faut avoir des notions en hydraulique. Je veux dire, si vous prenez un village avec un château d'eau, le château d'eau, c'est un peu le cœur. Et le système artériel, c'est tous les tuyaux qui amènent l'eau dans nos différentes maisons. Quand la pression, il n'y a pas de pression, il n'y a pas suffisamment d'eau qui arrive dans les domiciles. Et lorsque cette pression s'élève jusqu'à un certain niveau, de façon pérenne et permanente, ça peut entraîner des dégâts énormes au niveau de certains organes que sont le cerveau, le cœur, le rein, les artères, ainsi de suite. Mais comment se manifeste-t-elle? Parce que là... C'est là tout le problème, parce que l'hypertension artérielle, c'est une maladie, une affection, c'est un facteur de risque qui n'a pas de signe spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, voilà, ce malaise qui peut être synonyme d'hypertension artérielle. Par contre, on peut trouver très souvent des symptômes qui sont les maux de tête, des céphalées. Ça peut être des sensations de mouches volantes, ça peut être des bourdonnements d'oreilles, qu'on appelle dans le jargon médical les acouphènes. Ça peut être des palpitations et puis des troubles du sommeil. Le sommeil est un peu difficile. Ça peut être des vertiges. Alors tous ces symptômes-là peuvent évoquer une hypertension artérielle. Mais même si ces symptômes-là existent chez un patient, on ne peut le cataloguer d'hypertendu que quand on prend la pression artérielle. C'est là toute l'importance de la mesure de la pression artérielle avec des appareils que nous disposons sur le marché. On va essayer de vous présenter. Alors, je vous écoute parler depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, vous n'avez parlé que d'affection, c'est une affection qui fait si... Si l'hypertension artérielle n'est pas une maladie en tant que telle, pourquoi la personne qui la contracte, je peux dire, souffre-t-elle? Parce que quand on a des maux de tête, on souffre, quand on a des vertiges, on souffre, quand on a des bourdonnements même, on a l'impression que les tympans se déchirent. C'est parfois très très difficile. Comment est-ce que vous expliquez cela? Oui, l'hypertension artérielle, c'est on dit en termes médicaux, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire les facteurs de risque, c'est des anomalies, soit constitutionnelles, soit acquises du fait de notre mode de vie, qui peuvent entraîner, si elles ne sont pas corrigées, des complications, donc des maladies. L'hypertension, au début, c'est une norme qu'on doit prendre pour essayer de caractériser le fonctionnement de l'organisme. Mais lorsque cette pression s'élève de façon importante, ça peut en ce moment déboucher sur des complications qui deviennent des maladies. Donc au départ, ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie d'une norme, comme ça peut être, la fièvre peut monter pour indiquer qu'il y a une anomalie, ou bien le poids peut monter, ainsi de suite, tout ceci. Donc je voudrais dire que quand on ne prend pas en charge l'hypertension artérielle de façon correcte, c'est en ce moment que ça devient une maladie, parce que ça va entraîner des atteintes de certains organes comme le cœur, le cerveau, le rein, ainsi de suite. C'est pourquoi des fois on consulte un cardiologue, en tout cas on a l'hypertension. Alors, moi j'aimerais savoir quand est-ce que le traitement... On dit souvent que le traitement est à vie. Quand une personne a l'hypertension, elle doit faire un traitement à vie. Est-ce vrai? Oui, pour l'instant, il y a très peu de cas d'hypertension
qu'on peut soigner et corriger définitivement cette hypertension. On voit ces causes qu'on appelle les hypertensions secondaires, c'est-à-dire des hypertensions dont les causes sont connues. On le voit souvent chez les enfants qui ont ce qu'on appelle certaines maladies comme la coartation de l'aorte. Des anomalies au niveau des reins peuvent entraîner des hypertensions à des jeunes âges. Mais en général, on ne connaît pas, notamment chez les patients adultes, la cause exacte de l'hypertension. C'est une anomalie qui est liée à un dysfonctionnement des artères dont les causes ne peuvent pas être établies par des examens ou bien des explorations. Donc on constate seulement que la tension a dépassé certaines normes dont on parlera tout à l'heure, mais on ne peut pas dire que voilà, on a fait un examen, on a fait... Voilà. Mais les causes qu'on peut soigner, même chez les adultes, sont assez rares. Il y a des causes secondaires, on en parlera notamment au cours du débat. Oui, mais à vie. À vie parce qu'on ne sait pas. Parce que l'hypertension, c'est une anomalie. Si on connaissait la cause, on aurait pu donner, comme ça se fait souvent chez les enfants, on peut opérer pour enlever la coartation et puis la tension se normalise. Mais c'est parce qu'on ne sait pas la cause exacte, on est obligé de donner des médicaments toute la vie. Et si on vous dit que l'hypertension c'est une maladie, enfin c'est une affection qu'on peut stabiliser et guérir, on risque de vous mentir. La plupart du temps, dans les 70 à 80% des cas, c'est une hypertension qu'on dit essentielle. Essentielle, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la cause. Donc on est obligé de donner des médicaments toute la vie. Parce que si vous équilibrez la tension, dès que vous cessez de prendre des médicaments, la tension artérielle va monter. Revient. Voilà. Alors peut-on qualifier l'hypertension artérielle de dangereuse pour le malade? Elle est plus que dangereuse. D'ailleurs, on a dit qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques. La dangerosité de l'hypertension relève du fait que c'est une affection qui est souvent silencieuse. Des fois, on peut avoir des chiffres très élevés sans que ça donne aucun symptôme. Parfois, ça peut donner l'un des symptômes que j'ai eu à citer auparavant, et ça n'alerte pas le patient, la personne qui ne va pas prendre sa tension, de sorte que la tension continue à monter sans qu'elle sache qu'elle est hypertendue. Donc c'est une affection qui est silencieuse. Le fait qu'elle soit asymptomatique fait que la maladie évolue et peut causer des dégâts au niveau de certains organes nobles comme le cerveau, le cœur et le rein, sans qu'on ait eu à prendre en charge le patient. Et les complications sont dramatiques parce que ça entraîne des handicaps sérieux, notamment quand ça attaque le cerveau, que ça donne des accidents vasculaires cérébraux. On peut observer des paralysies de tout un côté du corps. Ça peut même faire tomber des patients dans le coma. Lorsque ça attaque le rein, ça entraîne une insuffisance rénale qui nécessite parfois qu'on fasse passer le malade à la dialyse. Ah oui, à ce point-là. Je signale au passage que le rein, c'est un organe qui est très souvent à la base de l'hypertension et qui est aussi victime. Donc le rein est un des organes qui est très pourvoyeur d'hypertension artérielle. Et lorsque cet organe-là qui filtre le sang est touché et détruit, donc on est obligé de passer le malade à la dialyse pour nettoyer son sang. Quand est-ce qu'une personne est jugée hypertendue? L'hypertension artérielle, la définition chez les enfants, je ne m'étendrai pas là-dessus, il y a des normes qui sont établies pour les enfants, mais à partir de l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, on a évolué un tout petit peu dans la définition. De nos jours, il y a un chiffre qui est admis par tout le monde, c'est 14,9. 14,9, quand vous atteignez 14,9, on dit que vous êtes hypertendu. Et ça s'exprime, ça s'affiche sur les appareils de mesure en millimètres de mercure. Quand on vous dit que vous avez 14,9 de tension, ça c'est en centimètres de mercure. Et lorsque ça s'affiche sur un appareil, ça s'exprime en millimètres de mercure, c'est 140 sur 90. Donc toute personne adulte, ou jeune, adolescente, doit avoir moins de 140 sur 90, donc moins de 14,9.
Dès que vous dépassez ce chiffre, vous êtes considéré comme hypertendu. À cette définition, je vais faire quelques petites exceptions, notamment les patients qui sont diabétiques, du fait de l'exposition majeure aux complications cardiovasculaires, leur limite pour définir la tension artérielle est un peu plus basse que les personnes qui ne sont pas diabétiques. Donc, une personne diabétique doit avoir une tension artérielle aux alentours de 130, c'est-à-dire 13 sur 8 ou en dessous. Dès qu'il monte au-dessus de cette norme-là, on dit qu'elle est hypertendue. Et pour les femmes enceintes, parfois. De même que l'insuffisance rénale aussi doit avoir des chiffres tensionnels beaucoup plus bas. La femme enceinte, vous avez bien dit la femme enceinte, la femme enceinte doit avoir une tension artérielle, dès qu'elle atteint 14,9 aussi, elle est hypertendue. Elle est hypertendue. Donc après une modification de mode de vie, par exemple une personne qui a la tension et puis elle prend normalement les modes de vie. Qui respecte maintenant une hygiène de vie normale. Est-ce que cette personne-là peut encore souffrir d'hypertension artérielle? Oui, tout dépend de la cause de l'hypertension artérielle. Je dis que quand on est hypertendu, il faut remarquer qu'il y a 5 grands facteurs de risque. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. Mais à côté, il y a le diabète, il y a le taux de cholestérol élevé dans le sang, il y a le tabagisme, il y a l'obésité. Quand vous avez l'un de ces facteurs de risque-là, il faudrait voir s'il n'y a pas les autres facteurs de risque associés. C'est ça qui détermine le risque cardiovasculaire global du patient. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir des chiffres tensionnels très élevés, aux alentours de 20 sur 12, si vous voulez, je prends un exemple. Cette personne-là est moins exposée. Si elle n'a pas de diabète, elle ne fume pas, elle n'a pas de cholestérol élevé, elle n'est pas obèse. Par contre, une personne qui a 17 sur 10, mais qui fume, qui est diabétique, fera beaucoup plus facilement les accidents cardiovasculaires. Donc le risque cardiovasculaire global, c'est ça que nous essayons de... Donc une personne qui a des chiffres tensionnels modérément élevés et qui observe une hygiène de vie en réduisant, en fait, on va en parler plus tard, a beaucoup plus de chances de voir sa tension artérielle demeurer stable et bien équilibrée. Alors, docteur Wan, comment est-ce qu'on appelle une tension qui peut être très haute à un moment et à un autre moment être très très basse? Une tension changeante qui ne se stabilise pas ni en hypertension ni en hypotension. Oui, il faut dire qu'il y a cette notion fait l'objet de beaucoup de recherches maintenant. On s'est rendu compte que c'est une variabilité tensionnelle qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y a des personnes qui sont très très anxieuses, émotives, et qui, lorsqu'elles viennent chez le médecin, elles ont ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Il y a une définition de l'hypertension artérielle qu'on appelle l'hypertension blouse blanche, c'est-à-dire que au cabinet du médecin, ils ont une tension artérielle qui est au-dessus des normes, qui dépasse 14,9. Mais lorsque les patients, ces personnes-là rentrent à domicile, leur tension artérielle se normalise. C'est pour ça que, à cause de cette fréquence élevée de l'hypertension blouse blanche, on a décidé que pour mettre un malade sous traitement, il faut d'abord mesurer, surveiller sa tension en ambulatoire, c'est-à-dire en dehors du cabinet du médecin. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes comme l'automesure, le malade lui-même utilise un appareil à tension à la maison, ou bien il y a une méthode qui est beaucoup plus parlante qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est-à-dire qu'on vous met un appareil à tension avec lequel vous dormez, vous restez toute une journée. C'est mieux que ce soit un moment où vous allez au travail. Ça vous permet de donner un profil de votre tension artérielle pendant les activités, pendant le sommeil, pendant le repos. Parce que ces personnes-là, cette méthode permet de dire que votre tension, qui doit baisser normalement quand vous dormez, qu'elle ne baisse pas, ou bien qu'elle baisse. Et ça permettra de dire que vous avez une tension artérielle sévère ou pas. Mais, par contre, cette éventualité, à côté de ça, il y a des causes d'hypertension artérielle qui sont certes rares, mais qu'on peut voir.
Il y a certains patients qui ont ce qu'on appelle le phéochromocytome. C'est une variété spécifique d'hypertension artérielle. Il y a des petites masses au niveau des surrénales. Au-dessus des reins, vous avez un organe. Ces masses-là sécrètent beaucoup de catécholamines, des adrénalines, ainsi de suite. Ça fait que les personnes qui ont ce genre d'étiologie de l'hypertension, leur tension varie beaucoup. Parfois même, ils peuvent tomber en hypotension. Ils ont des hypertensions qui s'élèvent de façon paroxystique, brutale. Ils ont des céphalées, des palpitations, des sueurs, des sudations. Donc c'est un type spécifique d'hypertension. Nous, c'est pour ça que le spécialiste est censé pouvoir détecter ce genre d'anomalie de l'hypertension. Donc je veux dire qu'il y a la troisième cause de la variabilité de la tension artérielle, c'est les personnes d'un certain âge. Les personnes âgées ont leur tension artérielle parce que leurs artères sont rigides, les nerfs ne répondent plus bien et ils peuvent avoir des tensions qui varient beaucoup d'un moment à l'autre. Dans le cabinet, vous prenez leur tension, c'est à 17 sur 12 et 10 minutes après, ça vient à 12 sur... Donc il faut faire très attention sur ces personnes âgées avant de les mettre sous traitement et il faut toujours essayer de faire une mesure ambulatoire. Et quand ça arrive aux personnes moins âgées, on peut chercher... à partir de la trentaine... On passe en ce moment-là aux deux premières causes que j'ai évoquées tantôt, notamment le fait que vous puissiez avoir une hypertension blouse blanche, parce que vous êtes de nature émotive et stressée. Quand vous venez au cabinet du médecin, vous avez un peu peur, alors votre tension peut monter, mais en faisant la mesure ambulatoire de la pression artérielle, on peut se rendre compte que vous n'êtes pas réellement hypertendu. Okay. Mais existe-t-il un traitement pour l'hypertension? Pour ce type d'hypertension, voilà, pour ce type de tension, on ne peut pas dire hyper ni hypo. L'hypertension artérielle en général. L'hypertension artérielle, il y a un traitement pour tous les types d'hypertension artérielle. Il y a d'abord le premier volet du traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques dont on a parlé, notamment le fait de réduire la consommation de sel. Je n'ai pas dit régime sans sel strict. Le régime sans sel strict est réservé à des personnes qui ont une insuffisance cardiaque. Mais les hypertendus, on doit leur demander de réduire leur consommation de sel. Le débat est encore dans le monde scientifique pour savoir quelle est la meilleure méthode pour réduire la consommation de sel. Parce que là, je suis toute confuse là, parce que à Dakar, dans un autre pays, par exemple, un médecin m'a dit, moi, je prends l'exemple sur moi, madame ne prenez pas le sel à partir de 17h. Mais ici aussi, un autre médecin m'a dit, vous pouvez consommer le sel tant que vous voulez, mais prenez vos médicaments normalement. Alors là, qu'est-ce que vous avez à expliquer aux patients qui sont dans le même cas peut-être que moi? Non, c'est pour ça que je dis, en général, de façon systématique, on recommande aux patients de réduire leur consommation de sel. Le sel n'est pas la cause de toutes les hypertensions. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que le sujet noir est très sensible au sel et qu'on demande de donner des médicaments qui éliminent l'excès de sel, qui font uriner, pour qu'on puisse bien prendre en charge la tension artérielle du noir. Mais si le sel pouvait expliquer toutes les hypertensions artérielles, ça aurait été facile. Il suffisait d'arrêter de manger du sel pour que il n'y ait plus d'hypertendus. Qu'à cela ne tienne, on demande de réduire le sel. Et chacun a sa méthode. Je ne sais pas s'il vaut mieux vous dire de ne pas manger à partir de certaines heures. En tout cas, comme je vous dis, en général, même dans le monde scientifique, il y a des discussions pour savoir quel impact il faut donner. Parce que je vous rappelle que le régime hyposodé, c'est comme ça qu'on devrait recommander, peu salé, permet de réduire la tension artérielle. Il n'y a pas une seule méthode qui permette de réduire de façon substantielle la tension artérielle. C'est un ensemble de mesures. Le sel, la réduction de la consommation du sel fait partie de ces mesures-là. À côté de ça, de la réduction de consommation du sel, surtout dans un pays chaud comme les nôtres, où on transpire, on élimine le sel beaucoup donc il ne faut pas essayer de
mettre nos personnes âgées sous des régimes sanitaires stricts, on risque de créer beaucoup plus de problèmes que de bien. Parce qu'ils vont se déshydrater, ils vont pas... Donc il faut savoir sous quelle latitude nous sommes dans notre environnement, le climat, et tenir compte de ces aspects-là quand on donne des conseils aux patients. À côté du sel, je vais signaler l'alcool. Il y a une consommation importante d'alcool dans la jeunesse maintenant. C'est pourvoyeur d'hypertension artérielle. L'inactivité, le fait de ne pas faire d'activité physique, ça c'est un des éléments aussi qu'il faut essayer de bannir. On recommande de faire une activité physique, même marcher 30 minutes 3 fois par semaine, espacé d'un jour, à intervalles tous les lundis, mercredi, vendredi, ou bien mardi, jeudi, samedi. Si vous le faites à partir de 3 fois par semaine, c'est toujours bénéfique. Et à côté de ça, je vais signaler un élément qui est spécifique à notre environnement dans nos pays. On voit que beaucoup de femmes sont hypertendues parce qu'elles utilisent des substances dépigmentantes. Pour s'éclaircir la peau, elles en viennent à prendre des produits à base de corticoïdes ou bien d'hydroquinone. On s'est rendu compte que ces substances-là entraînent des rétentions sodées et puis augmentent la tension artérielle. Alors docteur, il ne nous reste plus beaucoup de temps, juste 3 minutes pour finir. Alors d'abord voir les appareils que vous nous avez apportés, mais ensuite nous dire quel comportement doit adopter une personne souffrant de variabilité tensionnelle, comme vous avez dit tout à l'heure, pour vraiment stabiliser cette variation-là qui peut porter préjudice à la longue. Et ensuite, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes souffrant d'hypertension artérielle en général? Alors pour tout ça, vous avez 3 minutes. 3 minutes, je crois que ça va être peu, mais bon, on va essayer de ramasser. Alors pour une personne qui a une variabilité tensionnelle, il vaut mieux que la personne soit vue par un spécialiste. Plutôt, en ce moment, ça dépasse la compétence d'un médecin généraliste qui vous fera les examens nécessaires. Et d'autre part, on est dans une télévision qui est dédiée aux femmes. Je devrais mettre l'accent sur l'hypertension artérielle de la femme pour dire que l'hypertension artérielle chez la femme peut exister avant la grossesse. Mais de façon spécifique, la grossesse est à l'origine de ce qu'on appelle l'hypertension gravidique. C'est une hypertension qui apparaît à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire 4e mois de grossesse, lorsque c'est pour dire l'importance d'aller faire des mesures, des contrôles prénataux avant tous les trimestres. Et donc, à partir du 4e mois, quand la tension de la femme enceinte monte, on commence à faire attention en recherchant dans ses urines la fuite de protéines, d'albumine. C'est pour ça qu'il est important de faire la bandelette pour rechercher les protéines. Parce que si on ne le fait pas, la femme enceinte hypertendue présentera en ce moment ce qu'on appelle soit une prééclampsie. Et si ce n'est pas bien soigné, ça peut entraîner ce qu'on appelle l'éclampsie, avec des convulsions, des risques de complications au niveau du fœtus et du décès même de la mère. Et parfois, à l'accouchement même, on exige la présence du cardiologue dans la salle d'accouchement pour parer à ces éventuels. Si elle avait été pendant sa grossesse étiquetée hypertendue, c'est important que le gynécologue... Parce que très souvent, dès qu'on fait accoucher la femme, on attend que l'enfant soit assez mature pour extraire l'enfant et ça permet de faire tomber la tension. Mais j'avoue qu'il faut 1 mois après surveiller la femme pour voir si la tension ne baisse pas. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir une hypertension chronique qui préexiste avant la grossesse et qui continuera à être élevée. Donc une prise en charge est nécessaire. Donc moi je voudrais en conclusion, dire qu'il faut éviter que les populations se prennent pour des médecins. Quand on a un parent qui est hypertendu, on doit savoir qu'on peut avoir des chances d'être hypertendu. Ça ne coûte pas grand-chose que d'aller se faire contrôler la tension de temps en temps. Il faut aussi essayer de lutter contre toutes les mauvaises habitudes, la sédentarité, cesser de fumer, ne pas boire d'alcool, manger moins salé. Et surtout aussi, manger moins gras. Moins gras surtout.
toutes les fritures, les frites de pommes, les dibisoro que nous aimons ici, les mayonnaises, les beurres, ainsi de suite, les aliments gras sont dangereux pour le... Et il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, c'est ce qu'on conseille. Et essayer d'éviter les boissons gazeuses qui contiennent beaucoup de sel, voire des jus naturels, des jus de fruits. Mais tout ça, il faudrait que quand on a déjà une hypertension artérielle, il faut aller voir le médecin et s'en tenir à ce qu'il vous donne comme conseil. Surtout, ne pas aller prendre les médicaments d'un autre hypertendu et d'écouter ses conseils. Il vaut mieux que la personne vous amène chez son médecin pour que le médecin vous prenne en charge. Ok. Alors, Dr Wan, les 2 appareils que vous avez posés devant vous servent à quoi? Ça, c'est des appareils à tension électronique. Avant, on avait des appareils à tension que le médecin seul pouvait utiliser parce qu'il mettait un stéthoscope. Maintenant, les sociétés savantes européennes et mondiales recommandent d'utiliser un appareil à tension électronique. Mais il faut savoir les utiliser. Le plus important, c'est que il est important d'avoir des brassards adaptés à la taille du bras. Ça, c'est un brassard pour adultes. Il y a des brassards qui sont de diamètre plus réduit. Vous voulez essayer enfants. sur moi, peut-être? Oui, si vous voulez. Alors, il faut pour que l'expérience. les patients sachent que ce n'est pas... Quand on le place, on doit le placer ici, comme ça. Ici, il y a un micro qui doit être posé sur l'artère qui passe comme ça. Ok, donc c'est la tête du stéthoscope là en général. Voilà, c'est la tête du stéthoscope. Il faut savoir que l'artère a un trajet bien précis. C'est ce qui nous différencie avec les personnes qui ne sont pas du corps. Parce que quelqu'un aurait pu placer le micro ici, il n'aurait pas enregistré. Donc c'est tellement facile, on doit s'asseoir, poser le bras sur un support et ne faire qu'appuyer. L'appareil prend la tension et affiche. Vous pouvez mémoriser le chiffre que vous avez pris et aller le montrer à votre médecin après. Et on peut prendre sa tension combien de fois par jour si on a le tensiomètre à la maison? 3 fois le matin, quand vous levez, 3 fois le soir, pendant 3 jours. 18 mesures. Avec ça, on fait la moyenne et puis on saura quel est le chiffre exact. Et puis on va déterminer si ça dépasse 13, 8, avec cette méthode-là, vous êtes hypertendu. Mais pour le cabinet, lorsque vous venez me voir, que moi je prends même avec ça, si vous avez une tension au-dessus de 14,9, vous êtes hypertendu. Ça, nous on préfère des appareils comme ça. On met au bras. Mais ce n'est pas impossible que les patients aient un appareil comme ça, qui place au niveau du poignet. Il faut savoir que la partie gonflante, c'est ici. Elle doit être sur l'artère qui descend comme ça, qui passe ici. Donc on le place sur l'artère. Il faut s'assurer que pour tous ces appareils, les piles doivent être bien chargées. Bien chargées, oui, surtout. Voilà, c'est important. Et vous n'avez qu'à appuyer ici. C'est des appareils qui sont faits pour des personnes qui sont, excusez-moi le terme, qui sont bêtes, quoi. C'est-à-dire, c'est fait pour, c'est tellement complexe, mais c'est pour... Voilà, exactement. Donc, vous n'avez qu'à appuyer et puis vous attendez. Pour ceci, il faut mieux mettre la main comme ça. La main comme ça. Vous êtes assis. Donc, le support sera un peu le ventre, quoi. Oui. Enfin, je devrais... La poitrine. Voilà, vous mettez sur... Mais avec les battements du cœur, est-ce que ça n'agit pas sur l'appareil? Non, ça n'agit pas sur l'appareil. Au contraire, s'il n'y a pas de battement du cœur, l'appareil ne va pas détecter la pression qui règne. Ok, super. Et parce que l'appareil prend en même temps la fréquence cardiaque. C'est des éléments qui sont... Mais est-ce que ces appareils-là sont faciles à trouver? Oui, on les trouve dans les pharmacies. Il y a des modèles que les scientifiques recommandent. On ne va pas vous casser la tête avec ça. Nous avons des marques bien précises qui sont homologuées. Mais pour le public, si vous allez dans une pharmacie bien achalandée, ils peuvent vous recommander une marque qui soit de qualité. Alors, si vous avez un patient qui souffre de tension, est-ce que la personne peut, à partir de vous, avoir un appareil qu'elle pourra utiliser chez elle? Oui, bien sûr. Tous les médecins peuvent recommander des marques bien précises, ceux qui sont spécialisés dans la prise en charge de l'hypertension, et dire aux malades d'aller se faire acheter un appareil à la maison. Mais même si la personne achète l'appareil, il faudrait que quand elle prend la tension à la maison, vous posez une question de savoir à quel rythme
c'est pas bon de se stresser et de prendre ça tout le temps. De temps en temps, quand on sait que votre hypertension est là et que vous êtes sous traitement, si vous sentez des malaises, vous pouvez prendre. Et parfois même, vous pouvez contrôler pour vous assurer que le traitement marche bien. Ce n'est pas la peine de se lever chaque matin et de contrôler Non, 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 sa tension. c'est pas la peine chaque matin. Mais est-ce que les appareils sont abordables? Oui, bon, disons que les appareils qui sont de qualité... Est-ce que le citoyen lambda peut l'acheter? Non, je ne pense pas. Enfin, citoyen lambda, ça dépend du citoyen de quel... Je veux dire celui qui touche le SMIC. Le SMIC non, africain? non, il ne peut pas. Parce que c'est dans l'ordre de... Celui-ci varie dans les 70 000 francs. Ok. Bon, celui-ci dans les 50 000. Ça dépend des marques aussi. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a une prise en charge de l'hypertension en général, de la tension même en général? Une prise en charge au niveau des autorités. Oui. C'est-à-dire que je sais que récemment, il y a, notamment au Mali, il y a beaucoup de patients qui peuvent se faire rembourser au niveau de l'amont. Okay. Sinon, c'est une affection qui est sur le plan du coût assez cher, surtout que déjà c'est une maladie chronique qu'on traite à vie. Donc il faut savoir que en moyenne, on est à pas moins de 5 000 francs par mois. Ça, c'est quand on a un traitement assez léger. Merci beaucoup, docteur. Nous avons largement dépassé le temps prévu. Mais bon, merci beaucoup à vous, docteur. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Maïcha TV. Le plaisir a été pour moi. Ça vous fait quoi d'être ici aujourd'hui? Beaucoup de bonheur et surtout, j'espère que les populations pourront tirer quelques messages pour qu'ils n'aillent pas se faire soigner de façon inappropriée. Je n'ai pas parlé de traitement d'une certaine façon parce que je vois que quand les femmes enceintes sont hypertendues, on leur demande d'arrêter le sel. Ça, c'est des messages, j'aimerais, comme on dit les Anglais, les anglo-saxons, le take-home message, ça va être de ne pas mettre une femme enceinte hypertendue sur régime sans sel. Quand on est hypertendu et une personne qui n'est pas enceinte doit aller voir son médecin, c'est le médecin qui va vous donner les conseils et puis prendre régulièrement, tous les jours, les médicaments. Okay. Il ne faut pas dire que ça va, la tension s'est équilibrée, on va arrêter. Ça, c'est pas bien. Il faut prendre tous les jours, même quand la tension se normalise, il faut prendre tous les jours. D'accord. Merci beaucoup donc, Dr Wan Noum, cardiologue à la Polyclinique internationale de Bamako. Il est aussi président de la Société malienne de cardiologie. Alors, c'était notre invité d'aujourd'hui. Merci à vous, docteur, de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien noté toutes les recommandations que nous a données le docteur aujourd'hui sur ce plateau. C'est d'une importance capitale parce que figurez-vous, l'hypertension actuellement tue plus que beaucoup d'autres maladies et souvent les gens ne s'en rendent pas compte, aussi bien chez les enfants, chez les femmes que chez les hommes. Alors prenez vos précautions et surtout allez voir un médecin quand vous sentez les symptômes de maux de tête, de vertige, de bourdonnement ou même de temps en temps, même si vous ne sentez rien, allez voir un médecin pour qu'il vous dise si votre état est stationnaire ou si votre état nécessite quand même un traitement par rapport à la tension ou pas. Voilà, c'était donc l'hypertension artérielle à l'honneur. Merci à vous, Dr Wan, merci à Jeannette et merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Des critères de beauté au souci de confort, d'hygiène ou de décence, l'épilation du corps a pris récemment une grande importance, une pilosité dont se débarrassent hommes et femmes pour des raisons, bien sûr, que nous explique ce matin Natou dans sa chronique mode et beauté. N'est-ce pas, Natou? Bien sûr. Comment vas-tu déjà? Très bien, merci. La journée fut belle? Oui. Elle commence? Oui, commence très bien. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, que l'on soit adepte du pinceau et du miroir ou tout simplement de la beauté au naturel, il existe quand même des rituels de beauté à côté desquels il vaut mieux ne pas passer. À la clé, une belle police et sans poils, c'est là qu'entre en jeu l'épilation, qui en réalité consiste à enlever les poils temporairement ou définitivement,
portée sur les hommes ou les femmes. Elle peut concerner toutes les parties du corps, des plus visibles, à savoir le visage, les bras ou les jambes, jusqu'aux plus intimes comme les poils pubiens. Et les raisons évoquées sont bien sûr, comme l'a dit Marie, des critères de beauté pour des raisons d'hygiène, de confort ou tout simplement de décence. Et l'épilation a traversé des générations et son usage diffère selon les périodes et les sociétés. Parce que dans l'Égypte antique, par exemple, les prêtres et les pharaons s'épilaient intégralement le corps. C'était une marque distinctive pour signifier sa pureté, parce que le poil était en effet perçu comme impur. En Grèce antique, l'épilation pubienne, qui aujourd'hui est pudiquement appelée épilation du maillot, était de mise pour les femmes à l'époque classique, dans le but d'éviter tout ce qui pourrait les rendre semblables aux hommes. Et au début de l'ère chrétienne, les Carthaginois connaissaient déjà la pince à épiler, mais utilisaient également la résine. Et aujourd'hui, l'épilation est devenue une nouvelle mode corporelle et a pris une étonnante vigueur partout dans le monde. Cela provient sans doute à la fois du milieu des sportifs, et pour les femmes dans le monde du cinéma et aussi du mannequinat. Cela pour échapper aux lois des censures qui interdisaient de montrer toute pilosité corporelle pour que l'on ne puisse montrer les parties génitales. On nous parle aussi de l'épilation masculine. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça doit faire bizarre quand même, un homme qui s'épile. Non, pas du tout. L'épilation masculine est un phénomène beaucoup plus récent qui est né dans les années 90. Jusque-là, les hommes se contentaient d'adapter la pilosité sur leur visage avec leur barbe, leur visage à la mode en taillant leur barbe ou en les rasant plus ou moins totalement. Ces dernières décennies, les publicités ont mis sur scène la sensualité des hommes pour promouvoir des produits tels que des parfums ou des sous-vêtements. Et la grande majorité de ces campagnes présentent des mannequins imberbes et épilés, créant ainsi la mode de l'épilation masculine. Chez les sportifs et notamment dans le cyclisme, la lutte, le tennis, le football ou encore le rugby, l'épilation est conseillée pour des raisons de santé. C'est vrai parce que ils se frottent beaucoup et avec les poils ça peut être douloureux. Oui. Et il existe aujourd'hui l'épilation du visage, des aisselles, des jambes, épilation du maillot ou tout simplement épilation intégrale. Du corps. Du corps, voilà. Chez les hommes encore. C'est grave. Mais est-ce que lorsqu'il s'épile, le poil revient encore? Oui, ça repousse, ça dépend de... En combien de temps, par exemple? Ça dépend de quelle technique. Mais quand un homme s'est épilé, est-ce qu'on peut savoir que lui, il s'est épilé? En général, les hommes qui s'épilent le torse, ceux qui ont des poils sur le torse, ou pour les bras et les jambes, j'avoue, ce sont les mannequins qui le font le plus. Et même pour le torse, ce sont que les hommes qui trouvent que c'est pas très beau à voir. Par exemple, quand ils vont dans des coins où ils sont torse nu à la piscine ou à la plage, par exemple, ils s'épilent le torse. Okay. Alors, quels sont les différents types différentes techniques d'épilation, par exemple? Alors, pour s'épiler, plusieurs techniques sont à la portée de tous aujourd'hui. Pour la méthode temporaire, il y a bien sûr le rasage, la pince à épiler, il y a aussi l'épilateur électrique, la cire, la tondeuse ou encore le fil qui est utilisé en général pour le visage. Nous avons aussi la méthode durable avec la lotion à épiler nouvellement sur le marché. Non seulement il retire le poil, mais inhibite la bulbe, ce qui retarde bien sûr la repousse du poil, voire même de la stopper si l'utilisation est régulière. Et enfin, nous avons la méthode définitive. Alors pour cela, il y a l'épilation à l'aiguille, électrolyse, qui consiste à introduire une aiguille dans le canal pilaire. Et tout comme l'épilation au laser et la lumière pulsée, ces méthodes consistent tout simplement à brûler le follicule pileux pour stopper définitivement la repousse du poil. Là, les poils ne poussent plus. Mais est-ce que ça n'a pas des conséquences sur la peau comme on brûle quand même, ça va être douloureux déjà. Les spécialistes s'y connaissent et
Ça dépend de la peau de la personne. S'ils ont une peau sensible, par exemple, avec l'épilation définitive, les aiguilles, le laser et tout, ils peuvent avoir des soucis, des problèmes de peau, pour ceux qui ont les peaux sensibles. Mais par contre, les autres techniques n'ont pas de danger. La seule chose, c'est qu'il est dit que les poils protègent notre peau, nous protègent la peau. Mis à part ça, la tondeuse, la cire, la résine et tout ce qu'il y a n'a aucun effet néfaste sur la peau. Ok. Donc, si je comprends bien, nos garçons, on peut s'épiler tranquille, quoi. Ok. Allô la télé. Voilà donc, chers téléspectateurs, toujours pour coller à l'actualité. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet quand même assez poignant pour notre reportage du jour, pour parler justement de la problématique des bidonvilles. Alors, ce reportage nous est venu de la Côte d'Ivoire par la RTI et je vous invite à le regarder en même temps que nous. Branchement anarchique des fils électriques, insalubrité grandissante, construction en matériel de récupération. Voilà le décor qui s'offre à tout visiteur des quartiers précaires des communes du district d'Abidjan. Malgré les problèmes d'assainissement, plusieurs personnes préfèrent ces quartiers. Et pour cause. Il n'y a pas d'argent, on fait comment? Les maisons coûtent moins cher, les baraques, maisons en bois 10 000, en dur 15 000. Des maisons moins chères, seul avantage sans doute pour les habitants de ces quartiers. L'avenir, la durée de vie et la stabilité de ces habitats ne sont pas toujours assurés. Souvent les gens de ceux qui viennent couper au courant, parce que si un seul compteur, on est plusieurs. Souvent même on peut faire 2 jours, 3 jours dedans, il n'y a pas courant. Souvent il y a des problèmes de sécurité. Pour boire l'eau, c'est difficile. Des fois on fait 2 semaines pour trouver l'eau. Femme est là pour mener, pour trouver l'eau. Quand il pleut, on oublie de rentrer dans la maison. On dit on a des maisons. Or, quand on rentre dans la maison aussi, on prend des briques pour installer dessus, on s'arrête dessus jusqu'à 4 h du matin. Durant la saison des pluies, les quartiers précaires sont confrontés à des éboulements de terrain, souvent suivis de pertes en vie humaine. Sous la pluie, il y a les gammolis qui sont là, ont favorisé un éboulement de terrain qui a tout balayé par moyen pour venir raser cette pluie. On va enlever 8 corps, 4 là, 3 là et un corps le côté là-bas. Il y a une maison qui est cassée juste avant-hier là, où il y avait la pluie. La gare se dit qu'il n'y avait pas de mort, mais il y avait une femme, la femme qui était dedans avec ses enfants, elle a eu blessure. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement a initié en 2012 une opération. Elle consistait à faire déguerpir certaines habitations à risque et à encourager financièrement les populations déguerpies à se loger dans d'autres quartiers hors de tout danger. Un an après, l'on est retourné sur les traces du gouvernement Agbepouto, un ancien quartier précaire de la commune d'Atekoubé. Constat. Les membres du gouvernement sont arrivés avec la police nationale pour déguerpir les sites qui sont dangereux. Donc, ce qui fait qu'on a donné l'argent à ceux qui étaient concernés. Dès qu'ils ont pris l'argent, ils sont partis chercher maison ailleurs. Depuis ce jour, on ne les a plus vus. Dans d'autres zones à risque, les habitants attendent toujours le soutien du gouvernement. On comprend à la télévision ou bien dans tel quartier, l'État va donner de l'argent. Mais on n'a jamais reçu comme ça. Mais si on reçoit l'argent, mais on est prêt à se déplacer, qui n'aime pas aller vivre dans un quartier à l'aise quelque part. Approché sur la question, le directeur général de la construction, de l'assainissement et de la maintenance fait cette mise au point. Les personnes qui étaient concernées, c'était les personnes qui étaient vraiment dans les ravins, dans les flancs de montagne, dans les zones où à tout moment il pouvait avoir éboulement et puis ces personnes pouvaient perdre leur vie. Nous avons identifié 2681 familles qui devaient partir et chacune devait percevoir 150 000 francs pour leur permettre de se reloger ailleurs. Nous nous rendons compte que certaines familles sont parties effectivement, mais d'autres sont restées. Nous allons reprendre la sensibilisation et dans quelques jours, nous allons démolir ces maisons qui présentent des grands risques pour ces populations. Bamba Anzoumana indique que l'opération de déguerpissement des populations des zones à risque vise à réduire les décès liés aux inondations, éboulements de terrain et aux maladies diarrhéiques. Avec l'annonce de la saison des pluies,
La reprise de cette opération de déguerpissement ne peut être que salutaire. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, juste vous rappeler l'adresse du site de Maïcha Télévision, www.facebook.com/Maïcha Télévision. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos remarques et même des sujets à développer durant les émissions. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie des programmes de Maïcha TV. Allo la tele, allo la tele, allo la tele.